pour commencer, on m'a proposé de revenir sur l'état du monde l'année dernière et actuellement encore, et notamment la situation des déplacements forcés de population dans le monde. Donc je m'appelle Céline Schmitt, je suis porte-parole du HCR, qui est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Je travaille au HCR depuis quelques années maintenant, à Paris depuis 2015. Mais avant ça, j'ai notamment travaillé sur le continent africain, mais aussi à notre siège à Genève. Donc je vais essayer de vous donner en fait une image de qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement, au-delà de nos frontières françaises et européennes, dont on parle un peu plus, et c'est très bien, parce qu'il faut en parler. Mais c'est important aussi de parler de la situation mondiale, donc qu'est-ce qui se passe en dehors de nos frontières. Et je voulais commencer cette soirée et ma présentation par une citation de Filippo Grandi, qui est notre haut-commissaire, donc qui dirige l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, qui a travaillé au HCR depuis plus de 30 ans, qui a commencé en tant qu'officier de protection sur le terrain et qui, après plus de 30 ans maintenant, dirige l'agence, qui connaît très bien le travail, très bien les défis de la protection des réfugiés. Et en fait, cette citation, c'est ce qu'il a dit l'an dernier, lors des 70 ans du HCR. Parce que le HCR a déjà 70 ans, donc c'était un anniversaire l'an dernier, mais on n'a pas souhaité fêter cet anniversaire parce que ce n'est pas un anniversaire qui se fête, parce que le HCR ne devrait plus exister. Le HCR a été créé en 1951, suite à la Seconde Guerre mondiale, avec un mandat bien précis qui était celui de trouver des solutions pour les personnes qui étaient déracinées lors de la Seconde Guerre mondiale. Au bout de 3 ans, le mandat du HCR a été prolongé. Puis, à partir de 1956, pour la première fois, le mandat a été étendu, puisque le HCR a été appelé à trouver des solutions pour les réfugiés, les personnes qui avaient fui la révolution hongroise. Puis à nouveau, le mandat a été étendu dans les années 60 pour répondre aux déplacements de population suite aux décolonisations africaines. Puis sur le continent sud-américain, le continent asiatique. Et puis 70 ans plus tard, malheureusement, la situation dans le monde est, je crois qu'on peut le dire, est terrible en termes de déplacements forcés, parce que le nombre de personnes déplacées de force, à cause de la guerre, à cause de la violence, à cause de persécutions, n'a jamais été aussi important. Et donc vous voyez ici quelques chiffres pour vous donner une idée. Donc ce sont, à fin 2021, ce sont 84 millions de personnes qui sont déplacées de force, qui ont été forcées de fuir leur maison, parfois leur pays, à cause de violences, à cause de guerre, à cause de persécutions. Malheureusement, ça fait 10 ans qu'on dit que c'est un chiffre sans précédent. Et chaque année, le chiffre augmente. À mi-2021, donc en juin 2021, on a publié nos statistiques à fin 2020. On était à 82 millions de personnes. À fin 2021, on était à 84 millions de personnes. Donc le chiffre a encore augmenté, et ce, malgré la pandémie. Donc on peut se dire, la pandémie, il n'y a pas eu de déplacement. Si, malgré la pandémie, il y a eu des déplacements. Alors certes, du fait de la fermeture de frontières, il y a eu moins d'arrivées en Europe, mais il y a eu des déplacements, et notamment des déplacements au sein des pays. Parce que peut-être, ça aussi, c'est important de le dire pour aller contre parfois des mythes. Où sont les personnes déplacées et où vont-elles ? La majorité des personnes qui sont déplacées au sein de leur propre pays. Ce sont maintenant plus de 50 millions de personnes qui sont déplacées au sein de leur propre pays. Ce sont des personnes déplacées internes, selon les termes qu'on utilise. Donc elles n'ont pas traversé de frontières, elles sont dans leur pays. 26 millions de personnes sont des réfugiés, c'est-à-dire qu'elles ont traversé une frontière, se trouvent dans un pays très souvent voisin. Et donc, d'où viennent ces personnes et où sont-elles ? Et là aussi, pour ne pas vous assommer de chiffres, mais remettre un peu les choses dans le contexte global, 2 tiers des réfugiés dans le monde actuellement viennent de 5 situations. Donc, tout d'abord, les réfugiés syriens,
qui sont toujours en fait la population réfugiée la plus importante dans le monde, avec maintenant près de 7 millions de réfugiés syriens, mais aussi les Vénézuéliens qui ont fui dans un autre pays, et notamment les pays voisins, les réfugiés afghans, avec plus de 2,6 millions de réfugiés afghans, là aussi principalement dans les pays voisins, les réfugiés du Soudan du Sud et les réfugiés du Myanmar, les réfugiés qui sont aussi apatrides Rohingyas. Donc 2 tiers des réfugiés, 2 tiers viennent de ces 5 pays. Où sont-ils accueillis? Donc quels sont les principaux pays d'accueil? Le pays qui accueille le plus de réfugiés dans le monde est la Turquie. Ensuite la Colombie, le Pakistan, l'Ouganda et en Europe l'Allemagne. Donc là aussi on voit que, mis à part l'Allemagne, ce sont surtout les pays voisins des pays en conflit qui accueillent la majorité des réfugiés. Donc voilà pour revenir un peu sur ces chiffres. Je précise que ces chiffres ne comprennent pas des personnes qui pourraient quitter leur pays pour d'autres raisons, qui sont autres que la violence, autres que les persécutions, qui sont en général appelés migrants, donc c'est-à-dire des personnes qui quittent leur pays pour toute autre raison que fuir la violence, fuir les persécutions. Des personnes qui peuvent partir aussi en raison de la pauvreté ou de raisons familiales, donc ne sont pas inclus dans ces chiffres. C'est vraiment des chiffres qui comprennent les personnes qui fuient la violence, qui fuient les persécutions. Je voulais faire un petit focus sur certaines des situations, certaines dont on parle plus actuellement, comme la situation afghane, et d'autres dont on parle moins, pour là aussi expliquer ce qui se passe dans certaines situations du monde, mais aussi quelles sont les solutions qui peuvent être apportées. Parce que le HCR est une agence de protection des réfugiés, donc le mandat du HCR, c'est de travailler avec les États et d'autres acteurs pour assurer la protection des réfugiés. Mais le mandat du HCR, c'est aussi de travailler avec différents partenaires pour trouver des solutions pour les réfugiés. Donc quelles sont les solutions? La solution préférée pour les réfugiés, très souvent, c'est le retour dans leur propre pays, si les conditions le permettent. Malheureusement, en termes de retour, l'année dernière, les chiffres ont été très très bas. Ce sont 250 000 réfugiés qui ont pu rentrer chez eux. Donc vous imaginez, sur 26 millions de réfugiés, 250 000 qui ont pu rentrer chez eux, alors qu'il y a 10 ans, on pouvait en fait avoir 1 million de réfugiés qui rentraient chez eux. Malheureusement, du fait de la prolongation de certains conflits, le déplacement est de plus en plus long et les retours sont malheureusement possibles que dans des situations très très limitées. Une des situations actuellement dans laquelle nous avons une opération de retour volontaire de réfugiés, c'est la Côte d'Ivoire, donc des réfugiés ivoiriens qui étaient principalement là aussi dans les pays voisins, qui rentrent chez eux. Mais c'est une des seules opérations de retour volontaire de cette ampleur qu'on a actuellement. Et je vous parle de ça en introduction de la situation afghane, parce que justement c'est une situation qu'on appelle prolongée, qui dure depuis très longtemps, depuis maintenant près de 40 ans, avec des vagues successives d'Afghans qui ont été forcés de fuir au sein de leur propre pays vers les pays voisins. Là encore une fois, j'insiste, mais c'est vrai. Encore une fois, la majorité des Afghans sont réfugiés dans les pays voisins, et notamment en Iran et au Pakistan. Il y a eu des programmes de retour. Le HCR travaille en Afghanistan et dans les pays voisins depuis 4 décennies. Mais aujourd'hui encore, malheureusement, il y a plus de 2 millions de réfugiés dans les pays voisins. Il y a plus de 3 millions d'Afghans qui sont déplacés au sein de leur propre pays. En tout, on compte près de 9 millions d'Afghans qui sont déplacés. Parce qu'en plus des 2 millions dont je vous parlais qui sont réfugiés dans les pays voisins, il y a près de 4 millions d'Afghans qui se trouvent aussi dans d'autres pays, mais qui n'ont pas forcément le statut de réfugiés, qui ont d'autres statuts et qui sont parfois aussi dans d'autres pays de façon irrégulière, sans avoir forcément un statut.
Je vous ai mis quelques faits principaux, donc je vous donnais déjà les chiffres de déplacement, mais la situation nous inquiète particulièrement aujourd'hui parce que au-delà des personnes qui sont réfugiées, au-delà des personnes qui sont déplacées, un grand nombre de la population afghane fait face en fait à des risques de famine du fait de la situation économique dans le pays. Et donc un appel qu'on a lancé il y a quelques jours encore, de façon globale, avec les Nations Unies, un appel à la générosité des donateurs pour nous permettre de faire notre travail, mais aussi de considérer un soutien plus large à l'Afghanistan pour éviter un effondrement du pays. L'accès aux soins de santé extrêmement difficile actuellement, et donc une aide au pays pour aider les Afghans est cruciale actuellement. Pourquoi elle est cruciale? Parce qu'au-delà de ce qui a poussé les Afghans à fuir, et donc de la violence, des conflits, la situation climatique s'ajoute à ces défis. Et vous allez voir, je vais en parler dans différentes situations. Malheureusement, l'année dernière, l'Afghanistan a connu une situation de sécheresse sans précédent depuis plus de 20 ans. Et donc cette situation s'ajoute au déplacement et rend les populations vulnérables encore beaucoup plus vulnérables. Et donc beaucoup de personnes actuellement dépendent vraiment de l'aide humanitaire parce qu'aussi le simple fait en fait de cultiver devient très très difficile du fait de la sécheresse. Et ça, j'en parle pour la situation afghane, mais c'est quelque chose qu'on constate de façon plus globale. On parle beaucoup de changement climatique, des conséquences du changement climatique, mais on voit que ce sont surtout les personnes les plus vulnérables dans des pays qui sont très souvent touchés par la guerre ou des pays qui accueillent la majorité des réfugiés dans le monde, qui sont aussi en première ligne de cette crise climatique. Et je parlerai du Sahel tout à l'heure aussi. Et donc la nécessité de prendre cela en compte et d'apporter une réponse qui est une réponse globale. Donc voilà pour la situation afghane. Deuxième situation dont je voulais vous parler, qui ne fait pas forcément partie des situations dont je vous parlais au début, d'où viennent 2/3 des réfugiés dans le monde, mais qui est aussi une situation humanitaire et une situation de déplacement préoccupante, c'est la situation au Yémen. Mais là, avec principalement une situation de déplacés à l'intérieur du pays. Il y a peu de personnes qui fuient le Yémen et qui sont réfugiées dans d'autres pays, du fait aussi de la situation géographique, certainement, du pays. Mais il y a, au sein du pays, 4 millions de personnes qui sont déplacées. On parle d'une des crises humanitaires les plus graves au monde, comme l'Afghanistan aujourd'hui, avec une situation, et on pourra en reparler tout à l'heure, qui est encore plus difficile pour les femmes, parce qu'aussi beaucoup de ménages sont aujourd'hui en fait dirigés par des femmes, que la majorité des personnes déplacées internes sont des femmes et des enfants, et dépendent de l'aide humanitaire. Donc c'est une deuxième situation dont je voulais vous parler. La situation au Sahel, qui est une situation dont on parle régulièrement en France, mais peut-être que c'est plus souvent l'aspect militaire dont on va parler. Et je voulais vous parler de l'aspect humain aussi, de ce qui se passe actuellement au Sahel, parce que c'est une crise de déplacement qui est en fait extrêmement rapide. Et c'est certainement une des régions dans le monde actuellement où les déplacements de population augmentent le plus vite. Depuis 10 ans, les déplacements ont été multipliés par 10, donc depuis 2011-2012. Il y avait en 2012 200 000 personnes qui étaient déplacées. Aujourd'hui, ce sont 2,5 millions de personnes qui sont déplacées dans le Sahel. Donc quand je vous parle du Sahel, il s'agit surtout du Sahel central, donc c'est le Mali, le Niger et notamment le Burkina Faso, avec
là encore, la majorité des personnes qui sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays ou alors sont réfugiées dans les pays voisins. Rien qu'au Burkina Faso, il y a 1,5 million de personnes qui sont déplacées à l'intérieur du pays, avec aussi des défis d'accès humanitaire pour les acteurs humanitaires. J'y étais moi aussi en octobre et j'ai pu constater en fait que l'accès est difficile pour les acteurs humanitaires pour apporter une aide, mais aussi pour suivre en fait les problèmes de protection et essayer d'apporter une réponse avec là encore les femmes qui sont exposées à des risques qui sont énormes et notamment des risques de violences sexuelles et sexistes. Le Sahel, au-delà de cette problématique de violence et de conflit, est là aussi exposé aux effets du changement climatique. Et dans cette région-là, les températures, elles augmentent 1,5 fois de plus que dans d'autres régions du monde. Le changement climatique peut aussi parfois être à l'origine de tensions, notamment lorsque les terres arables se réduisent. Et donc peut donner lieu à des tensions entre des agriculteurs, entre des éleveurs, et donc amplifie en fait encore le problème et un effet multiplicateur des déplacements. Et donc là aussi un besoin en fait de voir la réponse de façon globale et notamment aussi une réponse en matière de développement. La situation syrienne, qui, comme je vous le disais, aujourd'hui encore, les réfugiés syriens sont en fait le groupe le plus important en termes de chiffres de réfugiés dans le monde, avec 6,7 millions de réfugiés, la majorité dans les pays voisins, donc plus de 5 millions de réfugiés qui sont dans les pays voisins, notamment la Turquie, le Liban, la Jordanie, mais aussi l'Irak et l'Égypte. Une crise qui se prolonge et une situation en fait qui est aggravée par, comme toutes les situations de développement, de déplacement dans le monde, mais je voulais en parler principalement sur la crise syrienne, qui est aggravée aussi par les conséquences de la pandémie de Covid. Parce que quand on pense pandémie, on pense aux conséquences sur la santé, mais les conséquences en fait socio-économiques sont aussi extrêmement grave et encore une fois d'autant plus pour les personnes qui sont déjà vulnérables et donc les conséquences de la pandémie ont été extrêmement graves pour les réfugiés. Actuellement ce sont en fait près de 90% des réfugiés syriens au Liban qui vivent sous le seuil d'extrême pauvreté, donc dans des conditions extrêmement difficiles parce que très souvent, en fait, lorsqu'il y a une crise, ce sont les emplois dans le secteur informel qui disparaissent en premier. Les réfugiés travaillent souvent dans le secteur informel et donc il y a une perte de revenus. Cette perte de revenus va avoir des conséquences sur toute la vie de la famille, des conséquences aussi sur l'accès à l'école des enfants réfugiés. Avec de nombreux enfants qui se retrouvent déscolarisés. Et là, je parle des réfugiés syriens, mais encore une fois, c'est le cas pour de nombreux enfants réfugiés dans le monde. Et donc, le besoin de vraiment trouver des réponses face à cette pandémie pour soutenir les personnes les plus vulnérables, les soutenir aussi d'un point de vue économique pour qu'elles puissent non seulement bien sûr avoir accès à des soins de santé mais aussi pouvoir continuer à vivre et donc c'est des situations qui nous ont beaucoup mobilisés depuis le début de la pandémie. On a adapté nos programmes face à ça. Et notamment, on a aussi en fait renforcé des programmes qu'on pouvait avoir, qu'on appelle des programmes en fait d'aide en cash, pour aider en fait les familles les plus vulnérables à faire face aux besoins les plus essentiels au jour le jour. Et ce sont vraiment les demandes en fait urgentes qu'on reçoit de l'aide au jour le jour pour survivre. Et la cinquième situation dont je voulais vous parler, c'est la situation vénézuélienne. Aujourd'hui, en fait, les déplacés vénézuéliens arrivent juste après les déplacés syriens.
Donc c'est la deuxième situation dans le monde qui crée le plus de déplacements. Plus de 5 millions de personnes qui sont déplacées, encore une fois, principalement dans les pays voisins et beaucoup en Colombie. Donc 80% des déplacés se retrouvent dans des pays d'Amérique du Sud et plus de 1,7 million se trouvent en Colombie. Et là aussi, les effets de la pandémie de Covid ont rendu en fait le quotidien et la vie des personnes déplacées encore beaucoup plus difficile. Et on a dû adapter notre réponse face à ça. Donc voilà la situation globale dont je voulais vous parler. Quelques situations géographiques qui sont des situations qui nous préoccupent particulièrement, mais aussi avec un focus, parce que c'est un sujet qui nous inquiète et qui nous préoccupe sur les déplacements forcés qui sont liés au changement climatique. Je vous ai parlé en introduction des 70 ans du HCR. L'année dernière, il y a eu aussi, et cet anniversaire, on l'a célébré, il y a eu les 70 ans de la Convention de Genève. La Convention de Genève de 1951, c'est la convention en fait, qui définit qui est un réfugié et qui définit quelle est la protection des réfugiés, c'est-à-dire quels sont les droits des réfugiés. Et donc on a célébré cette convention parce que c'est un texte qui reste crucial aujourd'hui. Qui a permis, en fait, au cours des 7 dernières décennies, de protéger des millions, des dizaines de millions de personnes, et qui est toujours essentiel aujourd'hui pour protéger les réfugiés. Mais cette définition, on me pose souvent la question, et qu'en est-il en fait des réfugiés climatiques ? Et c'est pour ça que je voulais vous en parler un peu ce soir aussi. Il n'existe pas, c'est vrai, actuellement de convention sur les réfugiés climatiques. Mais c'est un sujet aussi qui mérite une attention. Et vous avez quelques chiffres ici qui méritent une attention parce que la situation est préoccupante. Et nous préoccupe, nous au HCR, parce qu'on est une agence de protection des droits humains, de protection des personnes qui sont déplacées par les conflits, la violence, et qu'on travaille depuis un certain nombre d'années avec différents acteurs, justement pour réfléchir aussi à la protection des personnes qui fuient en raison du climat, en raison d'aléas climatiques, de changements climatiques. Donc, premièrement, vous voyez ici quelques chiffres. Donc, on voit que chaque année, en fait, ce sont plus de 21 millions de déplacements qui sont enregistrés chaque année en raison d'événements météorologiques. Il pourrait y avoir, en fait, d'ici 2050, 200 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire en raison de catastrophes climatiques. Et qui sont ces personnes, en fait ? Comme je vous le disais, c'est des personnes qui se trouvent en fait très souvent dans des pays qui sont déjà touchés par la guerre, par des conflits. Et ce sont les personnes les plus vulnérables et très souvent les personnes déplacées déjà qui sont les premières victimes. Et donc un besoin vraiment pour protéger ces personnes de trouver des solutions face au changement climatique. Mais quelle protection aussi pour ces personnes ? Parce que c'est une autre question qu'on me pose souvent. Alors, la première chose, c'est qu'en fait, la majorité des personnes qui sont déplacées pour des raisons climatiques se trouvent très souvent déplacées au sein de leur propre pays. Donc, ce sont des personnes déplacées internes. Il y a aussi des personnes qui peuvent fuir dans d'autres pays. Et donc là, au HCR, en fait, on a publié aussi dernièrement des recommandations, des conseils juridiques sur comment utiliser les instruments juridiques actuels pour protéger aussi des personnes qui fuient pour des raisons climatiques. Parce que parfois, c'est la raison climatique qui peut être invoquée comme raison de la fuite, mais ça peut être lié à d'autres raisons. Par exemple, dans le Sahel, on voit que les différents défis se superposent et que le changement climatique peut aussi être à l'origine de tensions
peut créer des tensions. Et donc, les personnes qui fuient peuvent avoir accès à une protection. Et donc, on continue, nos juristes continuent à réfléchir, à travailler à ces questions-là, mais pour bien voir justement aussi comment les instruments juridiques actuels peuvent être utilisés pour protéger les personnes qui fuient en raison du changement climatique. Et je vais regarder l'heure parce que je ne veux pas trop dépasser. Et surtout, on parlera de la situation des femmes tout à l'heure ensemble avec les autres intervenantes. Je voulais simplement dire quelques points en introduction. Parce que, comme vous l'avez vu, dans beaucoup de situations de déplacement dans le monde, et notamment les situations de déplacement interne, ce sont beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants qui sont déplacés et qui sont particulièrement vulnérables dans ces situations de déplacement et qui sont très souvent aussi victimes, survivants de violences. Et là aussi, la pandémie a aggravé encore les risques pour les personnes, les risques de violence dans beaucoup de pays dans le monde. Justement, ce sont des risques qui ont été signalés. Des craintes aussi d'augmentation de violences qui ont été signalées, mais aussi ces risques, en fait, comprennent pour les jeunes filles, notamment les jeunes filles réfugiées, d'énormes risques de ne pas pouvoir continuer leur scolarité. Et je voulais peut-être finir là-dessus avant de prendre la parole avec les autres intervenantes. C'est un sujet en fait qui est extrêmement important aujourd'hui et il faut qu'on réussisse à trouver en fait des solutions pour que les enfants réfugiés, qui sont principalement dans les pays voisins des pays qu'ils ont fui, puissent continuer leur scolarité et notamment les jeunes filles réfugiées parce que déjà les jeunes filles réfugiées étaient moins scolarisées que les jeunes garçons. Mais là, d'après nos dernières statistiques qui ont été analysées, il y aurait un risque pour que 50% des jeunes filles ne puissent pas continuer leur éducation au niveau secondaire en raison de la pandémie. Et donc là aussi, ça demande une action conjointe, une action globale de l'ensemble des acteurs. Et pour cela, en fait, il y a un instrument qui a été mis en place en 2018, qui est le Pacte mondial sur les réfugiés. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un instrument clé, en fait, pour permettre justement une réponse coordonnée de tous les acteurs, parce qu'il faut effectivement une réponse bien sûr des États concernés, des acteurs humanitaires, mais aussi des acteurs de développement, des acteurs qui travaillent sur la consolidation de la paix, pour ensemble réussir à trouver des solutions avec les acteurs du secteur privé, avec les acteurs de la société civile, avec les chercheurs. Et justement, ce pacte mondial sur les réfugiés est un outil qui permet le travail de tous les acteurs ensemble. En 2019, on a organisé à Genève le premier forum mondial sur les réfugiés, donc un an suite à l'adoption du pacte, qui a réuni plus de 3000 personnes de tous les secteurs, étatiques, secteur privé, société civile, bien sûr réfugiés eux-mêmes, parce que la participation des réfugiés est clé. Il y a eu plus de 2000 annonces de soutien, que ce soit pour renforcer l'autonomie des réfugiés, pour offrir plus de voies légales pour les réfugiés, pour permettre l'accès à l'emploi, l'accès à la formation. Et pour nous, c'est vraiment clé. C'est un outil qui est extrêmement important pour trouver des réponses actuellement. Donc voilà, j'espère avoir été assez claire. J'ai essayé en 30 minutes de vous dresser un peu la situation au niveau mondial et de vous apporter un peu des éléments du terrain. Le HCR est présent dans plus de 130 pays dans le monde. Donc merci beaucoup pour votre écoute et puis à tout de suite pour le reste.